La Grande École vous présente L'origine et l'évolution de la vie dans l'univers par Robert Lamontagne. Cours 17. Les grandes extinctions et le destin de la vie sur Terre. Bonjour. Au cours de cette session, nous allons couvrir le problème des extinctions de masse, c'est-à-dire comment l'évolution sur notre planète, comment la diversification et les modifications dans le vivant sur notre planète ont été influencées par ce que l'on appelle des épisodes d'extinction de masse, c'est-à-dire des périodes au cours de laquelle, pendant un court laps de temps, un très grand nombre d'espèces, animales ou végétales, disparaissent. En s'inspirant aussi de la façon dont ces extinctions se sont produites sur notre planète dans le passé, on pourra aussi projeter vers le futur ce qui attend le futur de la vie sur Terre, c'est-à-dire quel sera le destin de la vie sur notre planète. Les spécialistes estiment que la biodiversité actuelle sur notre planète, donc la diversité du vivant tant animal que végétal sur notre planète, représente tout au plus 1% de toutes les espèces qui ont existé sur notre planète depuis l'apparition de la vie. Ça veut donc dire que 99% de tout ce qui a été vivant sur notre planète, de toutes les espèces qui se sont développées sur notre planète, ont disparu. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle l'évolution, c'est-à-dire donc que des espèces s'adaptent graduellement à l'environnement dans lequel elles vivent et donc se transforment au fil du temps. Mais il arrive à l'occasion des épisodes au cours desquels les espèces disparaissent presque toutes et brutalement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un laps de temps relativement court, qui peut être aussi court que quelques années, mais qui peut être aussi long que quelques centaines de milliers d'années, peut-être 1 million d'années. 1 million d'années est une longue période de temps pour vous et moi, mais c'est évidemment aussi un clin d'œil à l'échelle de la vie de notre planète. Donc, pendant un laps de temps relativement court, un très grand nombre d'espèces peuvent disparaître presque brutalement. Par exemple, au cours des 500 derniers millions d'années, c'est-à-dire l'ère des gros animaux finalement, comme on en a déjà parlé, on estime qu'il y a eu 24 épisodes d'extinction de masse. Beaucoup d'entre eux ont été relativement modestes, mais au moins 5 ont été très importants, c'est-à-dire que pendant ces 5 périodes d'extinction de masse, au moins 50% des espèces vivantes, tant animales que végétales, sur la Terre ou dans les océans, ont disparu relativement brusquement. Parmi ces 5 disparitions de masse, on notera entre autres la toute dernière qui s'est produite, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années, celle qui a marqué la fin des dinosaures. Il y a aussi une extinction de masse qui s'est produite il y a environ 202 millions d'années, à la fin du Trias. Il y a eu une extinction de masse extrêmement importante qui s'est produite à l'intervalle entre le Permien et le Trias il y a environ 250 millions d'années et au cours de laquelle 95% des espèces vivantes ont disparu. Donc, presque toute la vie sur Terre aurait pu être éradiquée. Il y en a une autre il y a environ 370 millions d'années, à la fin du Dévonien, et une autre à la fin de l'Ordovicien, il y a environ 440 millions d'années. Donc, 5 grandes extinctions de masse au cours des 500 derniers millions d'années, mais aussi d'autres extinctions de masse antérieures, c'est-à-dire avant l'apparition des gros animaux. Elles sont évidemment beaucoup plus difficiles à documenter, mais on verra qu'on peut arriver à estimer à quel moment ces grandes extinctions de masse se sont produites et quelle était la nature de ces extinctions de masse. Or, au cours des prochaines minutes, nous allons passer en revue quelques-uns de ces épisodes d'extinction de masse. L'objectif n'est pas de les couvrir tous en détail, mais plutôt de donner un aperçu des causes qui sont à l'origine de ces extinctions de masse. L'extinction de masse la plus récente dans l'histoire de notre planète est celle que l'on appelle la transition entre le Crétacé et le Paléogène. Elle s'est produite il y a 65 millions d'années et c'est celle qui marque la fin des dinosaures. Mais en fait, beaucoup plus que les dinosaures ont disparu. En fait, 70% des espèces terrestres et marines ont disparu à cette époque. Certains mollusques, le plancton. Évidemment, il y a eu des survivants, dont les petits mammifères, heureusement pour nous d'ailleurs. Mais donc, certaines classes d'animaux ont réussi à traverser cette crise. La plupart des spécialistes s'entendent pour attribuer la disparition des dinosaures et donc cette extinction de masse à l'impact d'un astéroïde sur notre planète.
il y a 65 millions d'années, notre planète aurait été percutée par un astéroïde d'environ 10 à 15 km de diamètre. C'est relativement gros à notre échelle, mais c'est très petit à l'échelle de notre planète. L'impact de cet astéroïde dans la région du Yucatan, dans une région qu'on appelle Chicxulub, qui veut dire en fait en langue maya la queue du diable, tout à fait approprié. Alors dans la région du Yucatan, cet impact a laissé un cratère d'environ 180 km de diamètre. Le cratère a été identifié au début des années 1990. Il est partiellement enfoui sous la mer des Caraïbes et une autre partie touche la côte nord-est de la péninsule du Yucatan. Et donc, le cratère a été identifié à cet endroit. On a réussi à dater les roches volcaniques, les roches d'impact à cet endroit et on sait que l'impact s'est produit il y a 65 millions d'années. Mais outre l'endroit où l'astéroïde a frappé, les répercussions de cet impact ont été à l'échelle de notre planète. C'est-à-dire qu'à l'endroit où l'astéroïde frappe, il se produit un immense raz-de-marée qui va balayer toute une bonne région, une bonne partie du sud de l'Amérique du Nord. Donc, la vague va s'enfoncer à travers la plaine jusqu'au milieu de ce qui va éventuellement devenir les États-Unis. Mais aussi, au moment de l'impact, les débris de l'astéroïde ont rejeté de la poussière dans l'atmosphère et ont chauffé violemment l'atmosphère. Et donc, il y a eu des feux de forêt à la grandeur de notre planète. D'ailleurs, on trouve des traces de suie associées avec cet impact un peu partout dans le monde et qui sont datées à 65 millions d'années. Dans les années qui ont suivi, les poussières atmosphériques ont créé un petit hiver planétaire, l'équivalent d'un hiver nucléaire d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en bloquant la lumière du soleil, elles ont empêché le cycle de photosynthèse. Une bonne partie des plantes qui servaient de nourriture pour les herbivores ont disparu, les herbivores ont donc dépéri et évidemment, la chaîne alimentaire a été affectée jusqu'aux carnivores. Donc, dans les années qui ont suivi, toute la chaîne alimentaire a été affectée et éventuellement, un grand nombre d'espèces ont été touchées. Comment peut-on associer l'impact d'un astéroïde avec l'extinction de masse d'il y a 65 millions d'années? Eh bien, comme je l'ai mentionné, on trouve entre autres des traces de suie à plusieurs endroits dans le monde, donc c'est un phénomène planétaire. Mais aussi et surtout, on trouve une mince couche enrichie en iridium, datée elle aussi à 65 millions d'années et que l'on retrouve un peu partout à la surface de notre planète. C'est d'ailleurs dans les couches géologiques ce qui marque la transition entre le Crétacé et le Paléogène. Cette couche a été identifiée par deux chercheurs, Walter et Luis Alvarez, et cet enrichissement en iridium est la signature classique d'un impact d'astéroïdes. C'est-à-dire que les astéroïdes sont généralement riches en iridium et le fait qu'on retrouve dans une petite couche mince un enrichissement en iridium est donc la signature de cet impact. Si vous couplez à ça la présence de suie et la présence de l'astéroïde, on a donc ici un ensemble d'indices qui pointent véritablement vers le coupable, cet impact d'astéroïde pour la disparition des dinosaures. L'impact de l'astéroïde n'a probablement pas été, cependant, le seul déclencheur de cette extinction de masse. Il est fort probable que dans les siècles précédents, l'ensemble de l'écosystème commençait à s'affaiblir. En effet, dans la région de ce qui va devenir l'Inde aujourd'hui, on assistait à des écoulements de lave très importants. C'est ce qu'on appelle les traps du Décan. Ce sont des épanchements de lave très graduels, mais qui libèrent une très grande quantité de gaz à effet de serre. Ce n'est pas un phénomène explosif comme un volcan traditionnel, donc il n'y a pas de rejet de poussière qui peut éventuellement refroidir le climat, mais plutôt un rejet plus massif de dioxyde de carbone à travers ces écoulements de lave et donc la température commençait à augmenter. Les écosystèmes s'affaiblissaient avec ce réchauffement climatique et l'impact de l'astéroïde aurait été le coup de grâce pour la plupart des espèces de cette époque. L'extinction de masse la plus dramatique qui s'est produite sur notre planète remonte à 250 millions d'années. C'est ce qui va marquer la fin du Permien et le début du Trias. C'est en fait la crise la plus importante dans toute l'ère du Phanérozoïque, une crise au cours de laquelle 95% des espèces vont disparaître. Cette crise s'est faite en deux temps.
espacé d'environ 8 millions d'années. Et le deuxième intervalle d'extinction de masse de cette crise a été aussi court que 200 000 ans. On estime que 2 événements sont responsables de cette crise de la fin du Permien et du début du Trias. Le premier, c'est un épanchement de lave, un peu comme les traps du Décan, mais cette fois-ci dans ce qui va devenir la Sibérie. Sur une superficie d'environ 350 000 km², on va voir des écoulements de lave qui vont avoisiner 3700 mètres d'épaisseur. Donc, pendant une période de temps relativement longue, graduellement, ces épanchements de lave vont libérer une très grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Graduellement, le climat va se réchauffer et de nombreuses espèces n'arriveront pas à s'adapter aussi aisément et en fait vont s'affaiblir. De nombreuses espèces vont d'ailleurs disparaître. Le deuxième élément qui va marquer la crise, ce serait la mauvaise répartition des continents. On en a déjà discuté. À cause du mouvement des plaques tectoniques, les continents se déplacent sur notre planète. La répartition actuelle des continents fait en sorte qu'il y a un bon écoulement de la chaleur des zones équatoriales vers les zones polaires, ce qui fait que le climat est assez tempéré un peu partout sur notre planète. Il fait évidemment plus chaud dans la zone équatoriale et plus froid dans les régions polaires, mais on assiste à un mouvement à cause des vents de la répartition de la chaleur. Même chose avec le mouvement des courants océaniques qui assurent la répartition de la chaleur un peu partout sur notre planète. Pensez entre autres à l'écoulement du Gulf Stream qui longe la côte est américaine à partir de la zone équatoriale, qui remonte, traverse l'Atlantique et vient réchauffer une bonne partie de l'Angleterre, de l'Europe. Le climat de l'Europe est d'ailleurs légèrement plus chaud pour une latitude équivalente à celui que l'on va retrouver en Amérique du Nord. Alors, c'est cette répartition particulière des continents au moment où on se parle, qui assure ce transfert d'énergie en provenance du Soleil, mais ce transfert d'énergie qui réchauffe les zones équatoriales et qui amène la chaleur vers les zones polaires. La répartition des continents est responsable de ces courants atmosphériques et de ces courants océaniques. À l'époque du Permien-Trias, donc il y a 250 millions d'années, la répartition des masses continentales est totalement différente de celle qui existe présentement. En fait, toute la masse continentale est rassemblée en un immense supercontinent que l'on a appelé la Pangée. Il n'y a donc qu'un seul immense continent, donc toutes les plaques continentales se touchent, et un immense océan qui entoure cette méga-île finalement. Dans cette configuration, la répartition de la chaleur se fait nettement moins bien. Les courants atmosphériques et les courants océaniques font en sorte que la chaleur se répartit nettement moins. Avec les traps de Sibérie qui libèrent du dioxyde de carbone, la température augmente, mais cette répartition de chaleur se fait nettement moins bien et donc le climat change de façon radicale. La surface des océans s'appauvrit en oxygène. La surface des océans devient pauvre en oxygène et donc de nombreuses espèces finissent éventuellement par mourir. Et c'est cette combinaison des traps de Sibérie, donc ces épanchements de lave, et de cette mauvaise répartition des continents qui serait responsable de la disparition de près de 95% des espèces à la fin du Permien et au début du Trias.